Bonjour, bonsoir à tous. J'espère que vous allez super bien et que vous préparez bien les fêtes de Noël et de fin d'année. Bienvenue encore une fois dans Tatona. Aujourd'hui, c'est un épisode très spécial. Cet épisode marque la fin de notre saison. Cet épisode est très spécial également pour moi très personnellement parce que c'est un épisode pour rendre un hommage très spécial, tendre et émotionnel à mon défunt père qui a inspiré tant de moments significatifs dans ma vie, qui m'a inculqué des valeurs, qui m'a fait devenir cette personne que je suis aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui touche chacun de nous, de près ou de loin. Vous l'avez deviné, on va parler de la mort. Nous allons explorer ce thème délicat avec des invités exceptionnels qui ont eux-mêmes traversé le dédale complexe de la perte. Cette conversation sera une exploration émotionnelle et profonde, mettant en lumière des perspectives variées sur un aspect inévitable de la vie, mais aussi une conversation empreinte de souvenirs, de réflexions et d'hommages à ceux qui ne sont plus parmi nous. Accrochez-vous les amis pour un voyage profondément humain et réconfortant. Bienvenue dans Tatona, où les souvenirs s'entrelacent avec l'écho de nos voix. Vous écoutez Tatona, le podcast qui décrypte les sujets de notre société. Que vous soyez un jeune en quête d'inspiration, un auditeur curieux ou simplement quelqu'un qui souhaite mieux comprendre les défis de notre génération, vous êtes au bon endroit. Ici, on explore les sujets de notre société tels que la famille, la vie d'adulte, les enjeux sociétaux, la culture et bien plus encore. Je suis votre hôte, Audrey Rode, et bienvenue dans cet épisode. Laissez-moi vous présenter nos invités du jour, Jerry et Alida. Je laisse la parole à ces deux personnes qui ont décidé de partager aujourd'hui avec nous leur histoire, leur récit sur ce sujet qui nous touche ou qui, de près ou de loin, comme j'ai dit tout à l'heure, va nous toucher dans notre vie. Donc, je ne sais pas qui veut commencer. On dit honneur aux dames. Donc, je laisse la parole très rapidement à Alida de se présenter et à Jerry aussi. Merci. Alors, bonsoir à tout le monde ou bonjour à tout le monde. Moi, comme Audrey l'a annoncé, c'est Alida Ninon Kaneza. Je suis burundaise. Je vis actuellement à Nairobi, au Kenya. Récemment reconvertie professionnellement en tant que UX UI designer. Je suis mariée et j'ai un petit garçon de 5 ans. Je suis ici pour parler de mon père qui est décédé à bientôt 10 ans. Voilà, d'où ma présence ici dans ce podcast. Bonsoir ou bonjour à tous et à toutes. Moi, je m'appelle Jerry Azelino. Je suis béninois, mais j'ai grandi et je vis actuellement au Sénégal. À dire, je fais beaucoup de choses. Je suis un peu un touche-à-tout, mais j'aime particulièrement tout ce qui touche au monde créatif. Et donc, du coup, je suis poète. Je suis dans l'industrie musicale aussi, à côté du fait que je travaille dans la gestion de projets de manière générale avec un fort intérêt pour les questions de mobilisation de la jeunesse et les questions de droits des femmes. Et voilà, moi je suis dans ce podcast également pour parler pas d'une personne en particulier, mais de pas mal de personnes quand même qui, ces dernières années, ont été retirées à mon affection et à notre affection, et un peu parler de tout ce qui tourne autour justement de ce sujet qu'est la perte d'un être cher. Super. Merci beaucoup. Déjà, encore une fois, je tiens à vous remercier parce que dans nos contextes africains, comme je vous l'ai dit, et comme nos auditeurs et auditrices le savent, la mort, c'est un sujet vraiment délicat. Parce que moi, personnellement, de mon expérience, quand tu dis le mot mort devant les gens, surtout en Afrique, les gens commencent à paniquer. Ce qui me ramène aujourd'hui, on a peur de la mort. On se dit, c'est quelque chose qu'on ne veut pas vivre. Et moi, la phrase que je disais souvent jusqu'à la décès de mon père, je dis, ça n'arrive qu'aux autres jusqu'au jour que ça te tombe dessus. Moi, déjà, je veux savoir aujourd'hui, comment avez-vous abordé ou surmonté personnellement cette peur? Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez perdu des gens dans votre vie? Est-ce que la mort, c'est toujours quelque chose qui vous fait peur? Comment vous avez surmonté tout ça ou comment vous avez abordé cette notion de mort dans votre vie? En fait, moi, je voudrais déjà dire, moi, justement, c'est une peur que je viens de découvrir. On va dire, je l'ai découverte en 2020, en fin d'année 2020, parce qu'avant ça, c'est pas comme si j'avais pas perdu des personnes qui étaient proches de moi. J'avais perdu ma grand-mère, qui était l'un des décès qui m'avait le plus touché. C'était quelqu'un avec qui j'ai passé énormément de temps quand j'étais au Bénin. C'est elle qui s'occupait beaucoup plus de moi que ma maman. Bon, parce que ma maman travaillait et
C'est avec elle que j'étais la plupart du temps. Et quand elle est partie, j'étais triste. Mais voilà, j'avais compris qu'elle était arrivée au moment de sa vie où justement, elle devait se défaire de ça. Elle avait accompli tout ce qu'elle devait accomplir sur Terre. Et voilà, c'était son moment de partir. Mais en 2020, en fin d'année 2020, du coup, un de mes meilleurs amis est décédé. Et je pense que jusqu'avant ça, je ne savais pas ce que c'était la mort. C'est là où j'ai vraiment réalisé c'est quoi la mort. De perdre quelqu'un qui est dans son quotidien, quelqu'un à qui on parle tous les jours, quelqu'un qu'on voit normalement chaque semaine ou chaque mois, réapprendre à vivre, à continuer sa vie sans cette personne-là, trouver du temps ou en tout cas des activités qui meublent cela. En fait, depuis 2020, il y a eu un enchaînement de personnes jeunes relativement qui sont décédées, dont je suis très proche. Et je me suis dit, en fait, peut-être que tout le monde vit ça. En fait, il y a un moment de ta vie où tu es confronté à ça parce que justement, tu es en âge en fait, de vivre ça, tu es en âge de perdre des proches et tout. Donc moi, c'est une peur que j'ai découverte depuis 2020, que je suis en train d'essayer d'appréhender, ou en tout cas de faire avec. Et je n'ai pas encore trouvé la solution. Moi aussi, je suis du même avis que Jerry. Comment j'ai abordé cette peur de la mort? Je dirais que on a eu cette grâce de pouvoir accompagner mon père durant sa maladie. Parce que, pour lui, ça n'a pas été une mort subite. Du coup, on a eu plus ou moins le temps de se préparer parce qu'ils ont découvert sa maladie. On lui a pronostiqué littéralement 3 mois. On a eu à mettre en place vite ce process, comment se préparer. On a pu l'accompagner comme on pouvait, malgré la distance, parce que en ce temps-là, je vivais à Dakar. Je dirais que la peur, c'est pas... On ne la surmonte pas définitivement. On a toujours peur de perdre un proche. Bien évidemment, avant mon père, j'ai perdu des oncles, des tantes, des grands-mères. Mais mon père, c'est la personne qui était vraiment directement proche à moi. Du coup, avait un autre poids. C'était différent. Personnellement, ça m'a permis de comprendre ce que c'était la mort et aussi ça m'a fortifié parce qu'en grandissant, on a toujours cette peur de perdre un parent dans un accident ou à cause d'une maladie. Mais voir mon père partir, c'est dur. J'ai toujours cette peur d'ailleurs. Mais par contre, ça m'a permis de voir autrement la vie. Parce que juste après qu'ils soient partis, il y a eu enchaînement aussi d'autres épreuves qui ont frappé la famille. Mais je les ai affrontés différemment. Ok, je vois un peu. Vraiment, déjà, désolé pour les pertes. Et je rejoins Jerry aussi dans ce qu'il a dit, nous deux d'ailleurs, dans cette notion du fait qu'on perd des gens dans nos vies comme ça, mais on ne comprend pas forcément la gravité jusqu'au jour où on perd quelqu'un qui est proche de nous, bien avec qui on a eu un lien fort, on a vécu des choses. Et vous, aujourd'hui, c'est quoi votre relation? Je sais, la mort, c'est quelque chose, peu importe la culture, etc., c'est quelque chose vraiment encore, il y a tout un mystère derrière. Mais comment définirez-vous aujourd'hui votre relation personnelle avec la mort? Est-ce que vous direz aujourd'hui que la mort, je sais, vous l'avez dit, ça fait toujours peur, mais est-ce que, comme on dit à l'église, vous avez vaincu cette peur? Comment définirez-vous votre relation avec la mort? Moi, je disais tantôt, tu sais, je suis poète et bon, tu as même dû lire forcément un de mes recueils. D'ailleurs, le deuxième recueil que j'ai sorti, c'était un recueil d'hommage à mon ami qui est décédé, tu vois. Et le premier texte, c'est un texte que je lui dédie. Et moi, en fait, c'est que comme je te disais, c'est avec son décès que je me suis dit, mais en fait, je savais pas c'était quoi la mort, tu vois. Je savais pas c'était quoi de perdre quelqu'un. Tu te réveilles le lendemain, la personne, elle est plus là. T'appelles sur son téléphone ou t'envoies un message, mais tu sais que la personne, elle va pas te répondre. Tu vas jamais recevoir de réponse, tu vois. Tu es là, tu cours derrière le souvenir, tu rejoues ses audios, tu reparcours vos conversations. Et en fait, moi, tu vois, surtout, mon ami, donc Joël Souleymane Ndiaye, à un moment donné, avec le travail et tout ça, on commençait à grandir, on se voyait plus souvent. Et donc, quelques jours avant ça, il nous disait, mais les gars, venez, on va se voir. Il faut trop qu'on se voit, il faut trop. Et en fait, moi, ça me fait relativiser surtout, comme ce qu'Alida disait, c'est qu'à un moment donné, tu te dis, en fait, tu te reposes plein de questions, parfois même tu culpabilises, tu vois. Et moi, ce que ça m'a plus appris aujourd'hui, c'est qu'il y a une chose que les gens font, et je comprends qu'ils le font pour essayer de te rassurer et tout ça, mais moi, ça ne m'a pas du tout aidé. Tu vois, c'est toutes ces paroles-là super positives qu'on essaie de te partager. Ne sois pas triste, il n'aurait pas aimé ça. C'est des choses qui arrivent. Mais en fait, je sais, sur le moment, je sais, je vous jure, je sais que c'est la vie. Je sais que même moi, je vais mourir. Je sais que toutes les personnes qui m'entourent là, il y en a certains que je vais enterrer, il y en a d'autres qui vont m'enterrer. Je sais. Mais sur le moment,
En vrai, je m'en fous en fait. Sur le moment, je m'en fous de savoir ça. Sur le moment, c'est pas de ça dont j'ai besoin. Sur le moment, je veux pas positiver. Sur le moment, je suis triste. Sur le moment, je viens de perdre une part de moi. Sur le moment, mon monde est en train de s'écrouler. Sur le moment, la maison qui représente qui je suis vient de perdre un mur, une dalle, une façade, un étage. Et, et je veux juste pouvoir, en fait, je sais même pas ce que je veux sur le moment, mais laissez-moi au moins extérioriser, tu vois, cette tristesse-là, tu vois. Et je trouve que c'est quelque chose qu'on ne nous donne pas forcément assez de place et d'espace pour faire, parce que les gens, ils veulent bien faire, je le comprends. Mais tu vois, moi, c'est vraiment ce truc-là où j'ai vraiment du mal avec quand on parle quand je perds un proche. Je vais rester avec toi avant que Alida ne réponde à la question. Toi, personnellement, je pense que voilà, Joël perd à son âme encore une fois. Comment, par exemple, la perte de cet être cher-là a influencé ta vision que tu as aujourd'hui de la vie et je dirais bien de la mort? Et vous serez d'accord avec moi ou voilà, en désaccord avec moi, ou quand certaines personnes te disent la mort fait partie de la vie, ou je ne suis pas forcément d'accord avec ça parce que pour moi, la vie, c'est la vie, la mort, c'est la mort. Toi, aujourd'hui, comment cette perte, est-ce que tu dirais que cette perte t'a transformé? Comment ça t'a transformé? Et je vais te poser une deuxième question parce que tu as touché du doigt à quelque chose de très important qu'on ne sait pas faire. Et on en a abordé dans un des épisodes où on parlait de dépression et tout ça. Et moi, je pense qu'il y a cette phase de soutien aussi de quelqu'un qui vient de perdre un être cher qu'on ne sait pas bien faire, en fait, sous nos cieux ici. Je ne sais pas sur d'autres cieux. Mais ce que moi, je veux savoir aujourd'hui, comment, voilà, ces expériences a contribué à façonner, tu vois, ta compréhension personnelle de la vie, de la mort. Est-ce que ça a changé quelque chose en toi? Comment ça se passe aujourd'hui, tu vois, ta vie, sans cette personne-là que tu as au quotidien? Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis, hein. Pour moi, la vie, c'est la vie, la mort, c'est la mort. Ça ne fait pas partie de la vie. Je suis désolé. Et ça aussi, je suis très content de tomber sur quelqu'un qui partage cette même idée-là que moi. En fait, je vais dire que c'est tombé à un moment aussi où, tu vois, je me questionnais déjà beaucoup. Tu vois, je commençais à relativiser sur la vie. Je me disais, OK, quand quelqu'un me fait du mal, je pardonne pas la personne parce qu'elle mérite forcément que je la pardonne, tu vois. Je la pardonne pour moi. Je la pardonne pour ne pas être dans une situation où j'ai une rancœur qui me ronge de l'intérieur. Donc ça m'a encore plus conforté dans ça. Ça m'a aussi conforté dans le sens où, tu vois, moi, je suis quelqu'un, peu importe notre niveau là où notre relation elle est en ce moment, si je pense à toi ou si quelque chose de toi me manque, je vais t'écrire, tu vois, même si c'est un petit message. Et ça, je le fais plus dans les relations amoureuses, tu vois, quand tu viens de rompre, je sais qu'on te dit tout le temps, ouais, mais il faut pas écrire à la personne, faut pas ceci, faut pas cela, parce que voilà. Moi, même si on ne se parle pas, tu vois, si jamais un jour je ressens le besoin ou en tout cas un manque profond de ta présence, je t'écrirai pour te dire, bah ok, c'était juste pour prendre de tes nouvelles et tout. Et en fait, ça m'a aussi permis de profiter des petits plaisirs de la vie, tu vois, et de me rendre compte en fait que les souvenirs, c'est tout. Les souvenirs, c'est tellement important. On ne se rend pas compte sur le moment quand on le fait, mais quand quelqu'un part, on n'a que ces souvenirs qu'il nous reste, tu vois. Donc je pense que ça a beaucoup changé mon rapport avec les souvenirs, avec la rancœur, la colère que j'ai envers les gens, avec, tu vois, quand quelqu'un me manque, ce que je pense de la personne et tout. Et en fait, il y a aussi quelque chose que je dis tout le temps, c'est que chaque fois qu'on perd quelqu'un, tu vois, on devient tout de suite philosophe. On fait tous de longs textes, la vie ne tient qu'à un fil, pardonner et tout. Mais moi, en fait, je veux pas juste que ce soit des textes dans le vent. Moi, ce que je veux, c'est que chaque jour, j'essaye vraiment de pratiquer toutes ces choses-là qu'on se dit quand on perd quelqu'un, tu vois. Genre, je sais pas si je suis en train de bien le faire, je sais pas si je m'en rapproche, mais chaque jour, je veux que ce soit ça qui dirige, en fait, tu vois, ma vie. Et même la preuve, moi, j'écris depuis longtemps, mais mon premier recueil, pourquoi je l'ai fait, c'est parce que à un moment donné, on était dans la période de la pandémie de la Covid, et je me suis dit, mais en fait, si je meurs, je laisse quoi aux gens ici, tu vois? Et je me suis dit, ben, la meilleure manière de laisser quelque chose de moi, c'est de laisser mes écrits. Et du coup, c'est de là où j'ai écrit mon premier recueil. Donc voilà, moi, ma réponse, c'est un peu ça, c'est que j'essaie en fait que cette prise de conscience que les différents décès que j'ai connus ces derniers temps m'ont donné, bah, j'essaie d'en faire des principes de vie et des valeurs de vie. Parce qu'en vrai, la vie ne tient qu'à un fil. Tu n'aimais pas la phrase, mais tu l'as utilisée quand même. Et je suis d'accord avec toi hein, parce que je pense que d'habitude, hein, sur le moment, quand on perd quelqu'un,
on rentre dans une phase et je pense qu'on va aborder ça un peu plus loin dans la discussion. On va parler un peu de cette gestion du deuil qu'on fait souvent sous nos cieux. Donc, je te laisse la parole, Alida. Géry l'a bien dit. La famille ou l'entourage, des fois, ils ne nous laissent pas le temps de digérer cette perte, de pleurer si on veut, de crier, vraiment exprimer ses douleurs. Et ça fait que même dans le processus de guérison, ça devient un peu compliqué parce que tu ne sais pas comment t'exprimer, tu casses tes sentiments et tout. Comme je le disais tantôt, vu qu'on nous avait donné 3 mois, j'ai commencé à penser, à réfléchir comment ce sera l'après. Voilà, on perd notre papa, le chef de famille, comment ça va se passer. Et vu que j'étais loin, je n'étais même pas à côté de mes frères et sœurs ou de ma mère, le temps que je processe toute cette épreuve que la famille était en train de traverser, ça fait que ça a laissé un regret en moi actuellement. C'est avec les années, je me suis rendu compte de ça parce que j'ai l'impression de n'avoir pas pu, de pas l'avoir accompagnée comme je voulais, parce que je ne sais pas si c'est culturel, mais dans ma famille, les parents ont toujours voulu nous protéger, surtout quand on était à l'étranger. Chaque fois qu'il y avait un problème à la maison, on ne veut pas t'en parler, pour ne pas te stresser peut-être. Et quand papa était malade, ma maman ne voulait pas que je rentre. Et à chaque fois, je lui disais, laisse-moi rentrer, je venais à peine de me marier. Et elle disait, non, reste auprès de ton mari, ça va, on gère. Mais quand ça va se dégrader, on te fera signe. J'avais l'impression qu'on me cachait quelque chose. Et quand papa m'appelait, je sentais même dans sa voix, parce qu'il n'arrivait plus à parler fort, ça partait crescendo, quoi. Dans ça, je me suis dit, mais j'aurais pu insister pour rentrer, lui tenir la main, faire quelque chose, mais être vraiment là pour lui, de passer tout mon temps à pleurer, à prier. Ça m'a fortifiée d'une certaine manière. Et aussi, pour dépasser cette peur de la mort ou cette douleur, moi, je suis quelqu'un de très positif et je me concentre sur le présent. Je me dis qu'il faut vivre l'expérience, tisser des liens, des amitiés, vivre vraiment cette expérience positivement et puis relativiser. Parce que pour moi, ça réduit d'une certaine manière cette anxiété qu'on peut avoir liée à l'avenir. Par exemple, si je profite du moment présent, on ne pense pas au passé, on ne pense pas à l'avenir et on n'angoisse pas. Ça fait que je sais que ça existe, que ça peut toucher tout le monde, mais ça ne m'angoisse pas pour autant. Juste, je voudrais rebondir sur ce que Alida elle a dit. Moi, par contre, ça m'angoisse. Ça m'angoisse et je pense pour vous qui avez déjà fait ce chemin-là, moi, ce qui m'angoisse le plus est franchement juste l'idée d'y penser. Et ça, j'extrapole même pas, juste l'idée d'y penser. Genre, ça gonfle mon cœur dans la poitrine, c'est perdre un de mes parents. Je sais vraiment pas comment je réagirais à ça. Genre, j'ai l'impression que c'est quelque chose que je pourrais pas surmonter, en fait. Et je comprends très bien Alida quand elle dit... En fait, tu te poses des questions de qu'est-ce que tu aurais dû faire différemment, tu aurais peut-être dû insister et tout. Moi, par exemple, un de mes amis, il a été à l'hôpital pendant un très bon moment, donc Joël, celui dont je parle, avant de nous quitter. Et en fait, tout le temps, c'était bon. Il y avait des raisons pour lesquelles on ne pouvait pas directement aller à l'hôpital. C'était aussi période Covid, il y avait beaucoup de restrictions. Mais c'est ça que je me dis. Et ça franchement, c'est quelque chose, j'ai du mal à pas me pardonner, mais à passer ça à sa sœur, sa grande sœur. Elle me dit tout le temps, mais Jerry, tout ce que tu pouvais faire, tu l'as fait. Tu n'aurais pas pu faire différemment. Mais je me dis tout le temps, oui, même si c'était période Covid, même s'il y avait des restrictions, j'aurais pu insister pour aller le voir à l'hôpital. Tu vois, genre, tu as tout le temps ces trucs-là où, mais si j'avais fait ceci différemment, peut-être que si j'avais appelé, Et en vrai, c'est que tu as toutes ces questions qui sont là, qui sont des questions auxquelles tu trouveras jamais des réponses parce que la personne qui peut-être, je pense, est la plus à même de pouvoir te donner les réponses n'est plus là. Et les situations, justement, qui sont censées te donner des réponses sont aussi des situations qui n'auront pas lieu parce que, tu vois, c'est soit option A ou option B et l'option B a été choisie. Et moi, ça, c'est des choses qui me passent par la tête. Par moments, je me trouve à réfléchir à ça, à me dire, mais purée, tu sais, genre, t'aurais pu aller le voir au moins une fois, quoi. Ça lui aurait fait plaisir, même toi, ça t'aurait fait plaisir et tout. Et ça, c'est ça parmi plein d'autres questions que j'imagine que chacun de nous qui avons perdu un être cher avons, tu vois. Parfois, je me rappelle même des gens, ils disent « Ah mais purée, quand tu m'as appelé la dernière fois et que j'ai pas pris ton appel et que je t'ai laissé un message, si j'avais su que c'était ton dernier appel, je t'aurais gardé au téléphone toute une journée. » Sauf que, oui, justement, mais on sait pas, tu vois. Jerry, si je rebondis vite fait sur ce que tu viens de dire, en fait, ta peur est vraiment légitime parce que j'ai été comme ça avant de perdre mon père. En fait, c'est tellement impensable, surtout que, il n'était pas aussi jeune, mais
pour moi, c'était pas encore le moment. Tu vois. Quand je dis ça me fait plus peur, c'est-à-dire que ayant pu vivre ça ou surmonter ça, je me dis, il n'y a rien que je puisse pas surmonter. Ça veut dire que j'ai connu vraiment le pire. J'angoissais plus autant, je remettais tout entre les mains de Dieu. Je me disais, je peux rien faire si ce n'est que toi. Donc, fortifie-nous. On a pu se battre comme on pouvait. Surtout qu'on venait de perdre notre père, on se disait, mais non, maman aussi, tu vas pas l'apprendre. C'était vraiment très compliqué, mais pas aussi angoissant comme ça l'a été pour mon père, parce que j'ai vu que ça pouvait arriver. Et c'est vraiment pas évident. Mais quand tu dis que tu as cette peur, c'est très légitime et je comprends parfaitement. Merci à Alida. Je ne suis peut-être pas aussi pour répondre à Jerry. Bon, je pense que moi aussi personnellement, je suis comme vous, c'est quelque chose qui me fait flipper à mort, tu vois. Et moi, j'ai trouvé un moyen je vais dire quoi, d'accepter ça, dans le sens où je dis toujours, moi, aujourd'hui, tous les amis qui me connaissent et tout ça, je peux te parler de la mort toute la journée parce que pour moi, c'est important d'en parler. Parce que le fait d'en parler, c'est une forme aussi d'éducation. De la même manière, on parle de finances, c'est de la même manière, il faut parler de la mort. De la même manière, on parle de la Bible, de faire une étude biblique, etc. Tu vois, conscientiser. Mais là où ça fout le bordel, parce que comme il y a un adage qui dit chez nous, la mort, c'est une faucheuse. En fait, il fauche tout ce qui se trouve sur sa route, au fait. Et il n'y a pas comme disent les anciens, il y a pas on ne se prépare jamais à ça, en fait. Tu vois, même que ce soit pour les gens qui sont décédés et pour les gens qui sont vivants, peu importe la préparation, vos cas, c'est un peu plus différent, où voilà, la personne était malade, etc. Moi, personnellement, c'est du jour au lendemain. Vous imaginez un peu, à la veille, juste après Noël qui était censé un moment de partage, de communion en famille, etc. Et j'attends ça et tu es à distance en plus. Et le truc, c'est que tu te dis, ben écoute, si j'étais là, je pouvais faire quelque chose, je pouvais changer tes trucs, mais bon, comme on dit, avec les sillons, on refait le monde, au fait. Donc, moi j'ai envie de dire aujourd'hui, est-ce que pour vous, on fait réellement son deuil? Ça, c'est une question que je pense que quelqu'un m'a posée, que je vous pose là, parce que comme on est dans le débat. Est-ce que réellement, pour vous, on fait réellement le deuil ou pas, selon vous? Moi, personnellement, je pense pas qu'on puisse faire le deuil. On apprend à vivre avec. Je me suis rendu compte que après la mort de papa, en fait, on n'en parle plus. Chacun le vit personnellement. Je me suis rendu compte même que je ne sais pas comment mes frères et sœurs l'ont vécu. Ça a été quoi l'après pour eux, de même pour ma mère. Et là, je me suis dit, mince, c'est vrai qu'on commémore parce qu'il est parti un 1er mars 2017. Donc, chaque premier du mois, on fait une messe. Moi, de mon côté, je lui parle. Je traverse des choses, je lui en parle et tout. Je me suis rendu compte qu'après l'enterrement, c'est vrai, la famille est là, les amis et tout. Et après l'enterrement, en fait, tu gères ton deuil seul. C'est personnel. Personne ne sait ce que tu traverses et on n'en parle pas. Et chez nous, on a cette culture où tu n'exprimes pas ce que tu ressens. Avec cette nouvelle génération, ça commence à changer. Mais avant, en fait, tu gères tes problèmes. Et il y a beaucoup de choses qui sont tabous. Tu ne veux pas en parler. Tu ne sais pas comment l'autre va le prendre. Est-ce qu'il sera à l'écoute? Parce que je me rappelle, je viens de perdre mon père. Et je suis croyante. J'aimais beaucoup aller à la messe de 6 heures du matin. Je croise, je dirais, une amie du quartier. Et puis, elle me dit en rigolant que bienvenue dans le club. Jusqu'à présent, cette phrase m'a choquée. Ça m'a tellement choquée. Parce que, bon, elle aussi, elle avait perdu ses 2 parents. Mais elle l'a dit comme si c'était chill, quoi, normal, bienvenue dans le club. Mais sur le coup, j'ai même pas réagi. Je me suis dit, mais elle vient de me dire ça ou bien qu'est-ce qui se passe? C'était compliqué. Je me rappelle que j'ai eu les larmes aux yeux sur le haut parce que ça m'a renvoyé direct sur ce qu'on traversait. Et elle a dit comme ça en rigolant, elle est partie, quoi, en me saluant, bienvenue dans le club. Bref, ça fait que tu apprends à vivre avec. Il y a des moments difficiles, surtout quand il y a son anniversaire qui arrive. À la fin de chaque année, de rendre compte que les années passent. Des fois, j'essaie de m'imaginer comment il serait actuellement. Je me rappelle des blagues qu'il nous faisait. Ça genre de vivre tout ça. Ça fait que c'est des choses avec lesquelles tu vis. Mais faire le deuil, pour ma part, j'en suis pas là, je pense. Ok, je vois un peu. Et Alida a dit quelque chose qui m'a tiqué. Et, bon, c'était pas la même phrase qu'on m'a dit, mais c'était une phrase dans ce sens-là. Et ça revient à ce que Jerry disait tout à l'heure par rapport à la gestion ou l'accompagnement de quelqu'un qui vient de perdre un être cher.
Ce qui me ramène au point, par exemple, vous savez, on est de cultures différentes. Alida vient de l'Afrique de l'Est. Bon, Jerry, toi et moi, bon, on vient des pays. Moi, je me dis, aujourd'hui, comment la manière dont la mort est perçue dans ces différentes cultures, voilà, ça diffère d'un pays à un autre. Est-ce que vous, dans votre culture, dans la tradition dont vous êtes issu, est-ce que ça influence un peu cette vision de la mort? Parce que moi, je sais que chez moi, au Togo, que ce soit, je sais pas, Jerry me dira, au Bénin, au Nigeria, etc., on a l'habitude de dire, la personne qui est décédée n'est pas morte. La personne est juste partie ailleurs. Il est parti dans un voyage et souvent dans les funérailles, on a l'habitude de dire ça. Ouais, la personne a voyagé, c'est juste qu'on ne sait pas quand il va revenir, etc. Pour moi, je veux savoir aujourd'hui, tu vois, Alida, est-ce que dans ton contexte à toi, Jerry aussi, bon, j'aimerais bien savoir, est-ce que vos cultures, vos traditions influencent votre notion ou votre vision sur la mort? Comme je le disais tantôt, je suis croyante et pour moi, la mort, c'est juste une transition d'une forme d'existence vers une autre. L'amour, pour moi, n'est pas une fin en soi, c'est pas la fin ultime, mais c'est lié à une certaine notion de spiritualité. Dans le sens où on se connecte avec la réalité divine, ça nourrit cette espérance, ce réconfort qu'un jour, on va retrouver les gens qu'on a aimés, et on a partagé certains moments ici-bas. Moi, ma perception de la mort, je dirais que je la base sur ma croyance, ma religion. Ouais. Mais pas sur ma culture. Parce qu'en soi, on fait rien de spécial. Il n'y a pas des enseignements qu'on nous donne sur la mort. Moi, je me base sur mes croyances. Voilà, c'est comme ça que je perçois la mort ou l'après. Ouais. Moi, j'ai une question, j'ai une question piège pour vous. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé, là, je sais que voilà, on est dans un podcast, on parle de la mort des proches, etc. Mais est-ce qu'il vous est déjà arrivé de penser à votre mort? Moi, oui, hein, j'y pense très souvent, même. Je sais pas pourquoi. Je sais pas si c'était une bonne chose. Bon, très souvent, c'est relatif. J'y pense pas tous les jours ou toutes les semaines ou tous les mois, mais il m'arrive d'y penser. Il m'arrive de penser à... Mais d'y penser dans le sens où je me dis, OK, qu'est-ce que les gens ils retiendront de moi? Surtout quand je vais à des enterrements, je me projette beaucoup. Et ça, par contre, c'est quasi automatique. Chaque fois que je vais à un enterrement, je me projette. Je me dis, OK, moi, quand je serai allongé là, ça va être qui les personnes autour? Et ça va être quoi les retours que les gens ils auront sur moi? Comment est-ce que ça va se passer et tout ça? Et surtout, qu'est-ce que j'aurais laissé aux gens? Qui vont être les gens qui vont souvent aller sur ma tombe, qui vont avoir à cœur que je reste périn dans la mémoire des gens. Et surtout, je me pose la grande question que j'imagine que tout le monde se pose, c'est ça va être comment avec le grand barbu d'en haut là? Alors moi, je pense pas vraiment. De temps en temps, ça me traverse l'esprit quand j'entends la perte de telle personne. Et après, directement, ça me renvoie à mon fils. Je me dis, si je pars, bon, c'est vrai qu'il y a son papa qui est là, mais je me dis, si je le laisse, il va grandir sans sa maman. En fait, c'est plus ça qui m'effraie. Mais c'est pas que j'y pense tout le temps. C'est juste quand on est confronté à ces nouvelles de la perte de quelqu'un ou bien aux enterrements, comme Jerry le disait. Et c'est là que je me dis, si jamais je pars, il fait comment il va grandir, je le ferai pas. C'est plus pour moi cette peur, ouais. Ok, je vois. Je pense que c'était Alida qui avait parlé de cette notion pour faire un lien un peu entre la mort et la religion. Et je pense qu'on avait abordé un peu ce sujet de foi, de religion dans l'épisode passé. Moi, aujourd'hui, vous savez, culturellement, hein, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a l'idée d'après la mort. Il y a certaines personnes qui voient la mort comme une fin. Voilà, c'est fini, on est mort. Mais tandis que d'autres personnes croient en quelque chose au-delà. C'est-à-dire, voilà, on va aller rendre des comptes, etc. Moi, je veux connaître un peu votre avis. C'est quoi votre vision selon vous, hein, de ce qui se passe après la mort? Et comment ça influence votre vie au quotidien? Dans le sens où, aujourd'hui, voilà, je vous ai posé la question, voilà, vous pensez à la mort, ça crée un sentiment de peur en vous, ça crée un sentiment de questionnement, de qu'est-ce que je laisse aux gens qui seront là, sera quoi ma mémoire, sera quoi les souvenirs que je vais laisser aux personnes. Mais est-ce que vous croyez à la vie après la mort? Et comment ça vous guide au quotidien, en fait?
Oui, moi, je crois à la vie après la mort, hein. La vie après la mort, pour moi, je crois au paradis, en fait. Et oui, je pense qu'il y a ces grandes parties de rendre compte, justement, de ces actions. Et c'est quelque chose qui influence, bien sûr, ma manière d'agir, ma manière d'être sur Terre et tout. Sauf que moi, je sais que souvent, l'image qu'on se fait de Dieu, c'est « Ah, il faut que je fasse du bien pour qu'il ne me punisse pas ». Mais moi, c'est plus dans l'autre sens que je vois les choses. C'est quand t'aimes quelqu'un, tu fais des choses qui lui font plaisir. Donc moi, c'est plus genre, ok, l'amour que, en tout cas, j'entretiens avec Dieu aujourd'hui, c'est que j'ai envie de faire des choses qui lui plaisent. Bien sûr, très souvent, il m'arrive de sortir du droit chemin et tout ça. Mais voilà, en tout cas, la base, c'est ça. Moi, je m'attends à ce qu'après la mort, je m'attends pas quand même à ce que, voilà, je sais pas, genre, parfois quand j'essaie de me l'illustrer, je me dis pas que c'est en mode... je me dis, il y a deux options. Soit l'option une, c'est, ok, tu viens, on t'accueille, et on est là avec tout le monde en train d'attendre le grand jour. On va tous nous réveiller pour nous dire, bon, voilà, venez rendre vos comptes. Ou alors, c'est quand tu pars, on laisse ton âme comme ça, tu vois, genre, les surposes, on ne la réveille pas. Et on ne la réveille que le jour du grand jugement, où il faut que chacun passe, du coup, passe devant le juge et qu'on lui dise si les actions positives ont pris le dessus sur les actions négatives ou si c'est plutôt le contraire. Ok. Jerry, tu as dit quelque chose qui m'a fait rappeler une question qu'on m'a posée aujourd'hui, même avant le début, 30 minutes avant le début du podcast, où quelqu'un m'a posé la question que je vous pose. C'est quoi la différence que vous faites entre l'âme et l'esprit? La différence entre l'âme et l'esprit, c'est que pour moi, l'âme, elle est unique. L'âme, c'est ce qui a été insufflé en nous, tu vois. Pour moi, ça, je pense que peut-être il faudra un autre débat pour élargir ça. Pour moi, tu vois, une âme, c'est l'identité. Voilà, c'est ton empreinte, en fait. C'est ton empreinte sur toute la vie, de toute la vie. Pour moi, une âme peut être transportée dans plusieurs corps. Tu vois, nous, ce qu'on a là, comme le corps, le visage de Jerry et tout ça, j'aurais pu avoir un autre corps, j'aurais pu avoir un autre visage et tout ça, mais l'âme qui serait en moi serait la même, tu vois. Donc ça, c'est la première chose. Maintenant, pour moi, l'esprit et l'âme sont connectés et ce sont des extensions l'une de l'autre. L'esprit, justement, c'est ce qui te permet de prendre conscience qu'il y a une âme en toi. C'est ce qui te permet de prendre conscience que, justement, ton âme, elle est au service de ta personne ou en tout cas de ce que tu es. Je vais donner une illustration qui, j'espère, va faire qu'on comprend mieux. Je me dis, mais en fait, c'est vrai que là, en tant que le corps que j'ai aujourd'hui, on me demande de faire du bien. Donc, tu vois, mon esprit me demande de faire du bien parce que, voilà, il y a le paradis. Parce que, voilà, si par exemple, on prend les flammes de l'enfer qui vont brûler et tout ça, et je me dis, mais peut-être que demain, ça se trouve que c'est pas le corps que j'ai qui va être brûlé en enfer, tu vois. Et si c'est pas le corps que j'ai qui va être brûlé en enfer, mais c'est quand même la même âme, tu vois. Donc peut-être que le corps que j'ai aujourd'hui là va échapper, genre même s'il fait toutes les dingueries du monde, il va échapper à la sentence de demain, mais c'est le corps qui échappe, c'est pas l'âme, tu vois. Donc l'âme, elle va quand même répondre de ce que je fais aujourd'hui avec le corps là et tout, tu vois. Et du coup, l'esprit est celui qui permet justement de faire ce point-là, de me dire, ah, mais tonton, faut que tu doses, hein. Parce que si tu continues comme ça, c'est que demain, là, la personne, la raison d'être de ce corps et de moi, esprit, lui, il va souffrir demain, en fait. Donc, je me dis, l'esprit est censé être au service de l'âme. Donc, du coup, pour toi, dans ta définition, si je suis bien, quand quelqu'un décède, c'est notre âme qui disparaît. Et c'est l'âme qui rend compte, et non l'esprit. Oui, pour moi, c'est l'âme qui rend compte, c'est l'âme qu'on garde. L'esprit, c'est pas ce qui reste tout au long du temps, c'est l'âme qui reste tout au long du temps. Après, l'esprit, pour moi, peut-être qu'il part pas le jour où tu décèdes directement, tu vois. Peut-être qu'il est encore là, ton esprit est présent et tout ça. Mais pour moi, l'esprit, à un moment donné, également, s'efface, tout comme le corps. Je crois aussi à la vie après la mort. Comme je le disais tantôt, cette croyance nous amène à une certaine espérance. Et ça influe fortement sur notre conduite ici-bas. Parce que à chaque fois, tu veux être sur le droit chemin, faire ce qui plaît à Dieu. Quand tu es croyant, forcément, tu te soucies de ta conduite sur terre, de comment tu t'entretiens avec tes semblables, est-ce que tu fais des bonnes actions, comment tu mènes ta vie ici. Parce que en tant que croyant, tu cherches cette vie d'après la mort. Ok. Je pense que, comme Jerry l'a dit, je pense que c'est un autre sujet, voilà, qu'on va approfondir, on espère, dans la saison 2 peut-être,
de Tatona. On s'approche pratiquement vers la fin. Je n'ai pas vu le temps passer. On est déjà à plus d'une heure de discussion et c'est super intéressant parce que moi, personnellement, comme je vous avais dit, ce qui m'a poussé un peu à aller sur ce thème-là parce que tout le temps, on parle de vie, on parle de vie, on parle de vie. Moi, je me dis dans une éducation aussi, que ce soit nous en tant qu'adultes, pour les enfants également, il faut instaurer un peu, tu vois, cette manière aussi de parler de la mort sans tabou plutôt, parce que c'est quelque chose qui, entre guillemets, tôt ou tard, ça va nous rattraper, quoi, dans notre vie. Donc, je pense que là, on va plutôt aller dans la dernière partie de l'entretien. Et l'idée aujourd'hui, dans ces moments difficiles, que ce soit pour vous, vos proches, etc., comment la communauté, quand je parle de communauté, ça, j'inclus toutes les personnes, que ce soit vous êtes chrétien, l'église, la famille, les amis, et toutes ces personnes-là, ils ont joué un rôle dans votre processus de guérison. Je ne vais pas dire de guérison parce que, comme vous l'avez dit, on ne fait jamais son deuil. Mais comment ces personnes-là vous ont aidé dans votre processus d'acceptation du décès de l'être très cher? Dans le sens où, écoutez, on a perdu quelqu'un. Comment ces personnes ont été un soutien pour vous d'être là aujourd'hui et d'apprendre un peu de ce déchet-là? Pour mon cas, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est d'avoir des gens qui, tu vois, qui sans vraiment parler, te faisaient comprendre qu'ils comprenaient ce que tu traversais. Surtout, moi, je pense que c'est juste la présence. Pas forcément des paroles, des actes. Non, moi, juste la présence. De pas me sentir seul, de pas être délaissé. Parce que pour moi, je dis la présence parce que c'est très important que la personne, elle respecte la manière dont tu veux faire ton deuil et qu'elle ne t'impose pas une manière de vouloir faire ton deuil. Parce que j'ai eu plein de gens qui, tu vois, ils voulaient aider. Je comprends que ça part d'une bonne intention, sauf que cette bonne intention-là, elle était agressive et elle avait l'effet contraire, tu vois. Moi, aujourd'hui, je pense qu'on est là les uns pour les autres. C'est permettre aux gens de vivre leur vulnérabilité. C'est permettre aux gens de vivre leur douleur, tu vois. Parce que pour moi, une douleur, elle est faite pour être vivre aussi. Il n'y a pas que les belles choses qui sont faites pour être vives. Et surtout, j'ai lu quelque chose la dernière fois où on dit, en fait, ne comparez pas les douleurs des gens. Ne dites pas à telle personne, mais toi, t'es encore chanceux. Tu as un de tes parents toujours en vie. Mais regarde, telle personne, elle a perdu les deux. Telle personne, elle a perdu un mari. Telle personne, elle a perdu ses deux parents. Telle personne, elle a perdu son enfant. En fait, on ne compare pas ces douleurs-là, tu vois. J'ai mal, ça ne veut pas dire que ma douleur, elle vaut plus que la douleur d'autres personnes. Genre, la douleur, c'est j'ai mal, point. Tu vois, et je pense que parfois, les gens, dans leur volonté de vouloir nous faire relativiser, ils sont là en train de vouloir comparer et en train de nous montrer des situations qui devraient faire qu'on s'estime heureux. Mais sauf que, non, en fait, ça ne marche pas comme ça. Donc, moi, en fait, jusqu'à présent, c'est un peu les différentes choses que j'ai vues et qui m'ont aidé ou qui, en tout cas, ont eu l'effet contraire, ne m'ont pas aidé. Et après moi, genre, les autres choses, c'était pas par rapport à la communauté, c'était par rapport à moi-même, en fait. C'était l'écriture, voilà, des choses comme ça et tout. Jerry vient de dire quelque chose de très important. On vit dans une société où les gens veulent te faire comprendre que quand il y a pire à côté, tu n'as pas le droit de te plaindre. Tu peux te plaindre, par exemple, que ta voiture ne roule pas bien, et tu vas entendre quelqu'un qui te dit « Ah, toi, au moins, tu as cette voiture. » Alors, en général, on a toujours tendance à vouloir comparer les douleurs, alors que toi, tu peux supporter. Peut-être que moi, je ne peux pas le supporter. Et du coup, on devrait être bienveillants les uns envers les autres, comprendre que c'est sa douleur à lui. Tout ce que tu peux faire, soit à l'écoute, soit là, quand la personne a besoin de toi. Ne pas essayer de comparer ou minimiser sa douleur. Tout cela engendre le fait que tu te confies plus. Parce que tu vas te dire, je vais lui exprimer mon ressenti. Et la personne va commencer à me dire, mais t'exagères, pourquoi tu le prends comme ça? Alors qu'au fond, toi, tu as mal. Et c'est la manière que tu as trouvée pour extérioriser tes douleurs. Il faut que la personne à côté puisse comprendre et t'aider comme elle peut. Parce qu'on ne compare pas les douleurs. Chacun le vit comme il peut. Et je dirais que pour ma part, la famille et les amis ont été là. Mais comme on l'a souligné, le deuil, tu le surmontes seul en fait. Au tout début, c'est vrai que les gens sont là. Mais après, il va qu'à leur occupation. Ils ne peuvent pas rester là non plus tout le temps, mais ce processus, tu le fais seul. Tu vas essayer de trouver comment soulager ta douleur. Quel conseil donnerez-vous à
à ceux qui cherchent plutôt à vivre une vie pleine et significative, tout en sachant que la mort fait partie intégrante de notre existence. Donc, en gros, les conseils pour ces personnes-là qui ont perdu des êtres chers, mais également pour ces personnes qui n'ont pas encore perdu des êtres, mais qui veulent vivre une vie épanouissante, quoi. Pour moi, franchement, je pense que la vie, elle vaut le coup d'être vécue pour ce qu'elle est. Pour moi, franchement, c'est important, les petits plaisirs, il faut donner un sens à ça. En fait, en Wolof, au Sénégal, il y a une phrase où on dit « Adono amul solo ». Donc, ça veut dire la vie ici, elle n'a pas de valeur, mais bof, c'est pas le plus important. Et un jour, je suis tombé sur un tonton taximan qui m'a dit, mais en fait, il n'y a que la vie ici qui a de l'importance parce que tout ce qui se passe après est beaucoup aussi jugé en fonction de ce qu'on a vécu ici, tu vois. Et moi, je trouve qu'il a très raison. Et pour moi, franchement, mon conseil serait pour tout le monde, qu'on ait perdu de quelqu'un ou pas. Parce que pour moi, on mérite tous, en fait, de donner un sens à sa vie, de faire des choses pour lesquelles on est fier, de faire des choses qui nous font plaisir. Parce que parfois, on a beaucoup de personnes qui vivent une vie qui fait que quand ils rentrent le soir, mais ils sont tristes, en fait, parce que ils veulent répondre à des standards, ils veulent développer des trucs. Et moi, je pense que les petits plaisirs de la vie, pas forcément être riche, avoir de l'argent, avoir une belle femme, un beau mari et tout ça, je pense que c'est des objectifs qui sont évidents et que tout le monde a. Mais les petits plaisirs de la vie, qu'est-ce qui nous fait plaisir? C'est quoi ces petits moments? Par exemple, moi, il y a un exercice qu'on a fait une fois avec des jeunes et je leur disais en fait, mais si aujourd'hui vous êtes énervé, c'est quoi le truc que soit si on vous l'offre ou si on vous le fait, ça peut atténuer. Je ne dis pas que ça va arrêter votre frustration, mais ça peut l'atténuer. Et les gens, ils ne savent pas. Et pour moi, c'est important justement de savoir quelles sont ces petites choses qui jouent sur notre humeur, qui nous remettent de bonne humeur et tout ça. Parce que voilà, la vie, on l'admire également dans les choses de tous les jours. Et pour moi, pour les gens qui ont perdu un être cher, c'est dur, c'est difficile. Je ne sais pas ce que je vais vous dire pour atténuer votre peine ou quoi. Et je pense que le but, c'est même pas de dire des choses pour atténuer votre peine. Mais s'il y a une chose qui est sûre, c'est que le restant de la vie aussi vaut la peine d'être vécu, peu importe comment on va la vivre. Et bien sûr, ce sera différent de ce qu'on a connu avant. Mais le restant, ce qu'il nous reste à vivre, vaut également la peine d'être vécu. Après, il ne faut pas être pressé avec soi-même. Pour certains, ça prend un mois, je ne sais même pas, un an. Pour d'autres, ça prend 10 ans. Pour d'autres, ça prend 15 ans. Il ne faut pas vous en vouloir. On dit que le temps est le meilleur allié, mais je pense que c'est l'un des rares moments où la seule chose qu'on peut faire pour aider le temps, c'est de subir en fait. Je sais qu'il y a des moments où le temps est le meilleur allié, mais il faut que nous, on joue notre part. Mais j'ai l'impression que ça, on peut juste subir, aller au travers des choses, accepter de vivre les choses telles qu'elles viennent et que c'est ça qui aide un temps soit peu. Alors moi, les conseils que je donnerais aux gens qui veulent vivre une vie pleine et significative, je dirais que c'est des choses qui font partie de ma devise. Déjà, premièrement, je dirais pratiquer la gratitude, être consciente que tout ce qu'on a, c'est vraiment une grâce, on ne le mérite pas. Être consciente que vraiment, on est privilégié. Quand tu arrives à te lever le matin, sois reconnaissant de tout ce que tu peux vivre aussi. J'essaie personnellement de vivre l'instant présent. J'apprécie le moment présent de la vie et je me dis, peu importe ce qui peut se passer après, au moins, j'ai vécu à fond mon moment. Aussi, je dirais cultiver la résilience. Par ça, je veux dire essayer de prendre du bon dans les épreuves qu'on peut vivre ou que la vie peut nous infliger. Essayer de grandir à partir de ces coups durs. Il y a aussi explorer les nouvelles expériences. J'en parlais hier avec des copines à moi. Je leur disais que je suis dans une période où j'explore, je tente de nouvelles choses. Déjà, le podcast, c'est ma première fois. Au tout début, ça fait peur, mais je me lance. Je découvre nouvellement et vraiment un plus. Ce que j'essaie de faire aussi, c'est prendre soin de mon bien-être, ma santé, que ce soit mentale ou physique. C'est des choses que j'essaie de mettre en place au fur et à mesure depuis des années pour justement me sentir bien, dealer avec la vie, quoi. Je finirai avec ce que Géry était en train de dire, cultiver les relations significatives. Les connexions humaines sont très, très importantes pour une vie pleine. C'est vrai, de nos jours, on a du mal à avoir cet entourage, des gens bienveillants qui nous aident, qui sont là pour nous dans les moments difficiles. Mais quand tu as la chance d'en avoir quelques-uns, même ces 2 ou 3, vraiment, tisser ces liens et essayer de se soutenir comme on peut, dans la compréhension, être à l'écoute de l'autre. Et je pense que ça peut contribuer énormément dans toutes les épreuves qu'on peut traverser. Franchement, moi, ça a été un grand plaisir de prendre part à cet épisode, de reparler encore de ce sujet-là qui est l'un des grands sujets tabous qu'on n'évoque pas assez. Parce que comme Alida l'a dit tout à l'heure, il y a des gens qui sont dans des situations où ils se retrouvent à devoir s'auto-préparer à ça. Et il y a des gens aussi que ça surprend du jour au lendemain. Pour moi, aucune des 2 options n'est bonne parce que la finalité, c'est qu'on perd un être cher. Moi, je pense que c'est vraiment quelque chose d'important. Pour moi, les relations humaines sont au centre de ma vie. J'espère également que c'est pareil pour vous parce que je trouve qu'on passe à côté d'énormes choses quand on ne met pas les relations humaines et l'amour au centre de ce qu'on fait.
Je nous souhaite en tout cas tous de plus grande conscience des gens qui partagent notre quotidien et notre vie. Je nous souhaite d'avoir beaucoup plus de naissances à célébrer que des décès, même si voilà, les décès font partie de l'aventure. Et je nous souhaite à tous surtout d'avoir un entourage qui est préparé à pouvoir nous accompagner dans ces moments-là, parce que c'est super dur. Un entourage qui est préparé à pouvoir nous accompagner dans ces moments-là et à atténuer notre chagrin, notre douleur ou quoi que ce soit. Et bien sûr que l'âme de tous nos défunts et défuntes également repose en paix et que le plus haut des paradis leur soit accordé. En tout cas, merci à Audrey. Ça a été un réel plaisir. Merci à Alida également. C'était un réel plaisir d'échanger avec vous sur cette thématique-là. Alors, avant de conclure, j'aimerais te remercier, Audrey, de m'avoir donné cette opportunité de pouvoir m'exprimer sur ce sujet. Ça a soulevé beaucoup de questionnements et j'ai découvert beaucoup de choses. Je me suis rendu compte déjà que j'avais pas fait encore mon deuil. J'ai essayé de mettre ça sur le côté et puis continuer ma vie. Peut-être c'était une manière de me protéger, d'éviter cette douleur ou de revivre ce que j'ai vécu il y a quelques années. Et merci à Géry aussi. J'ai découvert ce soir une belle personne. Alors, mon mot de fin serait de prendre soin de nous, de notre santé, et puis essayer d'avoir un entourage bienveillant. Je pense que ça peut beaucoup nous aider quand on traverse des moments compliqués. Et aussi, par rapport au deuil, je dirais que chacun a sa manière de faire. Quand on ne met pas la pression, vis-le comme tu veux et comme tu peux. Voilà. Merci à tout le monde. Super, merci beaucoup Alida, merci beaucoup Jerry pour cette discussion super intéressante. On n'avait pas vu le temps passer, c'est comme si on parlait d'un sujet comme un autre et ça m'a fait plaisir un peu de discuter de ce thème avec vous. Et merci également à nos auditeurs et nous voilà à la fin de la saison 1 de Tatona qui a été marquée par des moments de profondeur, d'intimité. Ce fut pour moi personnellement et pour tous ceux qui nous ont suivis du début jusqu'à aujourd'hui, un voyage extraordinaire, surtout pour cet épisode très spécial. Je tiens encore une fois à remercier mes hôtes d'aujourd'hui qui ont partagé leur histoire avec tant de générosité. Toutes les conversations qu'on a eu à avoir dans Tatona nous rappellent que dans les moments difficiles de la vie, il y a aussi la possibilité de la croissance et de la connexion. Un grand merci à vous, chers auditeurs, pour votre soutien du début jusqu'à aujourd'hui. L'aventure continue. Nous vous invitons à partager vos réflexions et expériences sur ce sujet important. Donc, n'oubliez pas d'utiliser le hashtag Tatona Podcast pour que votre voix fasse partie de cette conversation cruciale. Restez à l'écoute pour de nouvelles saisons, de nouvelles histoires. Restez connectés à Tatona où les conversations profondes qui comptent règnent. Nous vous embrassons et nous vous disons à l'année prochaine. Prenez soin de vous, bonne fête de fin d'année et que Dieu vous garde.